Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture de ce livre « Aide-moi si tu peux » de Jérôme Attal, paru aux éditions Robert Laffont. Je vais donc poursuivre cette lecture et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup. En attendant, les salamalecs du héros de l'éducation nationale l'empêchaient de suivre la silhouette de Tamara à travers les rues de la ville. C'était l'inconvénient des places de marché. Il y avait toujours quelqu'un qu'on connaissait pour les traverser en long et en large. S'il avait eu un couteau sur lui au moment de sa rencontre avec le professeur, il lui aurait planté dans le ventre. Pour rattraper son retard et retrouver la présence de la jeune fille dans l'effervescence de la circulation piétonne et automobile place de la Victoire, il accéléra le pas. Bouscula sans ménagement un couple de retraités. Manqua de percuter une mobilette qui fit un arceau spectaculaire pour l'éviter, en lui jetant au passage une bordée d'insultes. Comme on vous crache au visage, avant de pétarader et repartit à tout va. Malgré ces obstacles, il eut juste le temps de repérer Tamara au milieu de la rue d'Edmond, de la voir obliquer à droite et franchir le portail d'un petit immeuble moderne. Il resta stupéfait, confronté de nouveau à un mystère inédit qui lui fermait la porte au nez plus violemment qu'il n'eût pu le ressentir de la part de n'importe quel établissement scolaire. Si au fond de lui, il ne s'était pas senti, à tort ou à raison, humilié en permanence, il serait allé sonner à la porte. Je repérais Prudence Sparks à l'endroit précis où nous étions convenus de nous retrouver, l'une des intersections de la Nationale 13 entre Nanterre et Rueil-Malmaison. Elle discutait, adossée à une voiture banalisée, avec le plus jeune des gendarmes, celui qui avait découvert la tête de la gamine. Malgré moi, j'éprouvais une pointe de jalousie. Ils étaient sensiblement de la même génération, et même si je savais, pour l'avoir durement éprouvé dans ma jeunesse, que les filles intéressantes s'intéressent toujours à des types plus âgés qu'elles, leur complicité naturelle me heurtait. D'où je tiens que les filles intéressantes s'intéressent toujours à des types plus âgés? Élémentaire, mon cher Watson. Il suffit de regarder la manière dont Anne Pariot couvre des yeux Alain Delon dans « Pour la peau d'un flic », film qui date de 81. Si vous aviez été môme dans les années 80 et que vous aviez eu la permission de regarder ce film, c'est sûr que vous auriez voulu plus tard exercer une profession où, quand vous redressez les torts, les jolies filles se dessapent. Je garai la Mini Cooper devant la voiture des gendarmes, et Sparks prit instantanément congé du genou pour monter à mes côtés. « Il s'est remis de sa macabre découverte ?» demandai-je. Le pauvre, il n'est pas prêt de manger des surgelés. J'en convenais. Du moment que Sparks ne s'était pas proposé pour aller lui cuisiner de bons petits plats, je pensais qu'il finirait par s'en remettre. Le secteur où on l'avait affecté allait lui permettre d'en voir des vertes, des pas mûres, des congelés, des déterrés, et tout ce qui dépasse l'imagination en matière d'atteinte à la nature humaine. Après une bonne année de service en Île-de-France, il ne sera plus aussi impressionnable. On n'est plus au temps béni des ripoux. Vous avez vu ce film français avec Philippe Noiret et Thierry Lhermitte? C'était pépère à l'époque. Aujourd'hui, c'est un autre rythme. Tenez. Je suis sûre que dans 5 ans, si en consultant son smartphone, il reçoit une invitation d'un certain Guy Georges à jouer à Candy Crush Saga, il s'en étonnera pas plus que ça. Je jetai un œil à l'heure inscrite sur le tableau d'affichage de la Mini. Bientôt 19h. La journée était passée comme une traînée de poudre depuis mon arrivée à Paris dans la matinée. Les embouteillages à n'en plus finir. Mes 2 incursions dans la galerie marchande. Le double homicide suivi de l'enquête de voisinage. Ajoutons à cela mes émotions qui avaient joué au yo-yo entre mon coup de cœur pour une sublime hôtesse d'accueil, l'irruption de Prudence Sparks dans ma routine impitoyable et le retour problématique d'un tueur à la solde du souterrain stellaire. C'est bien simple. Dès que vous partez plus de 3 jours en vacances, le quotidien vous présente la facture. Sparks m'apprit que ça ne servait pas à grand-chose de s'arrêter à Bougival,
Le corps sans tête était déjà en route pour le labo. Mieux valait prendre de l'avance et poursuivre la nationale vers Saint-Germain-en-Laye, là où avait disparu la lycéenne du nom de Tamara Georgin. Sa mère, bien qu'anéantie par la découverte d'un corps qui pouvait correspondre à celui de sa fille, était disposée à nous recevoir. Nous roulions en silence depuis une dizaine de minutes, chacun ressassant pour lui ce qu'il savait de l'enquête en cours, quand un bruit se fit entendre dans l'habitacle. « C'est votre sonnerie de téléphone ?» demanda Sparks. « Non, c'est mon estomac, » répondis-je. À ce stade précoce de notre relation, je ne pouvais lui confesser que ma sonnerie de portable était Boule de flipper de Corinne Charby, même si la chanson s'était fièrement classée dans le haut du top 50 à l'été 86. « Peut-être que l'on pourrait s'arrêter pour manger un morceau ?» me proposa ma coéquipière. « D'accord. J'apprécie vos méthodes. » Et nous nous mîmes chacun déchiffrer scrupuleusement de part et d'autre de la Nationale 13 les pancartes des restaurants qui s'offraient à nous. Bougival. La possibilité d'une île flottante. Nous les observions avec tant d'appétit que les automobilistes qui osaient à peine nous dépasser. Sparks avait sorti le gyrophare et l'avait accroché au sommet de la Cooper. À l'instant où ils croisaient notre regard, s'interrogeaient sur eux-mêmes, se remémorant les actes répréhensibles de leur vie passée qui nous auraient permis de les mettre provisoirement à l'amende ou définitivement aux arrêts. Soudain, je vis se profiler sur un petit terre-plein bétonné et entouré d'arbres un restaurant de grillades qui me renvoya directement dans les années 80. Pas possible que cette enseigne ait tenu, qu'elle ait survécu aux odieuses années 90 avec leur boys band à la con et le début de la télé-poubelle. Depuis, tous les trucs chouettes avaient mis la clé sous le paillasson. Les restaurants au poivrier, le framboisier de la rue de Rennes et la pâtisserie alsacienne, l'Erche, rue Cardinal-Lemoine, l'hypermarché Continent et les Shopee. De toute évidence, les maisons rondes, avec leurs grillades au feu de bois, faisaient acte de résistance. C'était un concept que j'adorais quand j'étais môme, à cause des bonnes grillades. Du petit pot de salade verte avec une mayonnaise remarquable qu'on vous offrait, de la convivialité des tables et bien sûr des frites. Mais surtout, pour le dessert, il y avait de petites glaces servies dans des maisons en plastoc, dont on ôtait le toit pour découvrir l'onctuosité de la glace à la vanille, et qu'on pouvait ensuite rapporter chez soi pour en faire des huttes pour ses schtroumpfs, ou des casernes pour ses soldats de la marque Atlantique. L'US Camp de la cavalerie du Far West. Les soldats de l'infanterie britannique. « Je sais déjà ce que je vais prendre comme dessert, » dis-je à Sparks, tandis que je garais la Cooper, dont elle avait rabattu le miroir intérieur pour passer sur ses lèvres un trait de rouge carmin. Je me souvenais que, lors de vacances d'été avec mes parents sur la Côte d'Azur, nous avions fait une escale à Nîmes pour le déjeuner, apercevant de l'autoroute notre restaurant favori. Et mon père n'avait pas arrêté de demander aux passants qu'il rencontrait en baissant la vitre de l'auto. « Savez-vous comment on accède à la Maison Ronde ?» Toutes les personnes interrogées l'avaient pris pour un fadat parisien, après avoir jeté un œil ironique et lourd de sous-entendu à notre plaque d'immatriculation, étant donné qu'à Nîmes, c'est plutôt la maison Carrée, ce temple romain édifié sous l'empereur Auguste, qui fait la fierté de la cité et attire les touristes. Je poussai la porte de l'établissement dans un état de grande excitation, à la fois fébrile et heureux, dans mon élément. Le restaurant de ma jeunesse allait-il être à la hauteur de mes souvenirs d'enfant? Maxime Fourque n'avait pas le plus palpitant des jobs, mais il correspondait bien à l'austérité qui se dégageait de sa silhouette et de son attitude. Et faute de vivre de sa passion, il s'y intéressait de bon cœur. Il travaillait dans une banque du quartier de la Défense en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Il inspirait la confiance et savait faire pencher la balance pour servir au mieux ses clients, tout en préservant les intérêts de la banque qu'il employait. Déjà,
Il gardait en mémoire comment, dans ses dernières années de collège, il avait convaincu ses camarades de classe, après un exposé brillant d'une heure en cours de musique, de placer leur argent de poche non sur l'achat de groupes à la mode tels que U2, Police ou The Cure, mais de leur préférer la valeur sûre et indémodable qu'était la discographie des Beatles. Car sa grande passion était la musique pop, et principalement la carrière des 4 garçons dans le vent. Il avait fait 2 fois le pèlerinage à Liverpool, et dès qu'il en avait l'occasion, s'offrait un week-end à Londres, où il écumait les vides-greniers qu'il préférait au clinquant Beatles Store, officiel de Baker Street, pour y dénicher du merchandising d'époque. C'était un homme qui avait trouvé une relative harmonie en ce monde s'organisant entre son travail et ses loisirs, bien que, comme beaucoup de personnes de sa génération, quelque chose s'était brisé en lui au moment de l'attentat du World Trade Center. En ce début d'après-midi du 11 septembre, il était au 17e étage de sa tour à lui, en train d'achever sur son temps de pause un portrait de John Lennon, période Beatles for Sale, réalisé à l'aide de post-it multicolores, quand la nouvelle est tombée aux informations. Puis s'était répandue dans les étages et la rue, laissant derrière elle une onde de stupeur et d'incrédulité. Ses collègues se précipitaient sur un écran de télévision, tétanisés, n'osant croire à cette violente incursion de l'enfer en ce début septembre, où l'été jouait les prolongations. Maxime Fourque, qui avait l'habitude des chiffres et des comportements logiques, n'arrivait pas à comprendre le raisonnement de ces types qui avaient détourné des avions au nom de leur fanatisme aveugle et les avaient projetés contre les tours jumelles. Mais il n'arrivait pas à comprendre non plus comment Paul McCartney avait rêvé une nuit la chanson Yesterday, qu'il avait recrachée telle quelle le lendemain matin à la guitare, à l'heure des œufs brouillés du petit déjeuner. Il se considérait donc comme un homme moyen, pas plus capable de comprendre le démon destructeur que le génie de la création. Il vivait non loin de son travail, dans un petit pavillon de Puteaux, qu'il avait reçu en héritage au décès de son oncle, un ancien retraité des postes, Marceau Fourque. Le pavillon était sensiblement défraîchi, et il se serait plutôt vu dans un loft à l'américaine, avec vue imprenable sur la Seine. Une fois encore, il avait réfléchi logiquement, et avait préféré s'installer dans le pavillon, à moins de 15 minutes à pied de son bureau. Bien sûr, c'était un peu moins attractif pour inviter les filles à la maison. En même temps, il n'avait pas beaucoup d'occasions de rencontres, en dehors des séminaires de sa boîte. Or, les filles qui travaillaient dans sa branche étaient soit toutes en couple, avec des projets qui excluaient dans leur panorama intime une aventure avec Maxime Fourque, soit ses supérieurs hiérarchiques, et il se voyait mal sortir avec l'une de ses bosses. Une situation qui aurait exacerbé un manque de confiance en lui, ce qui n'était pas sain pour son travail et son équilibre. Estimant chaque rapport au tamis de la performance, il se voyait déjà, en cas de fatigue momentanée et d'incapacité à satisfaire telle femme telle nuit, congédié ou rétrogradé le lendemain matin en arrivant au travail. Sans pouvoir se l'expliquer, il imaginait toujours les femmes d'influence dotées d'un insatiable appétit sexuel. Et il y avait tant de soirs où il rentrait du boulot sur les rotules, dînant d'un plat tout fait, et s'endormant tout de suite, devant la télévision. Maxime aurait toujours pu se rabattre sur les jeunes parisiennes qui débutaient leur carrière. Mais elles semblaient complètement accaparées par leur travail et viscéralement effrayées à l'idée de s'engager dans une relation sérieuse avant 35 ans. Il avait eu une seule véritable histoire dans sa vie, avec une fille rencontrée au lycée. Il s'était aimé trop tôt, pour ne pas sacrifier aux erreurs fondamentales des couples débutants. Et même si leur amour avait duré près de 7 ans, l'un et l'autre furent incapables de s'engager avec la même ferveur, de manière synchronisée, leur relation se laissant
corrodé par l'alliage implacable du temps qui passe et de l'attrait de la nouveauté. Au moment de la rupture, il en avait éprouvé un lourd et déraisonnable chagrin. Dans les premiers temps, sans pouvoir se contrôler, il avait harcelé la jeune femme, inondant son répondeur de messages, décrochant sa guitare et laissant sa voix sur des reprises de son groupe préféré au titre évocateur. Don't let me down, got to get you into my life, love me do. À bout de nerfs, elle lui avait donné rendez-vous dans un café proche du RER. Il pensait déjà la reconquérir, prêt à porter un cierge à Saint John Pepper. Mais ce rendez-vous était destiné à mettre les points sur les i. Et lui signifier une fois pour toutes qu'elle souhaitait ne plus jamais le croiser de sa vie, même par hasard. Quand il rentrait du travail, il continuait à enregistrer des chansons, non plus sur répondeur, mais avec une petite caméra, les postant ensuite sur YouTube et rejoignant la communauté des êtres qui se filmaient dans leur réinterprétation des Beatles. Quand il naviguait au gré des autres vidéos, il lui arrivait rarement de tomber sous le charme de telle ou telle reprise. Sauf peut-être la fois où il écouta une version de la chanson Help, particulièrement touchante, postée par une certaine Daisy Hawkins, 666. Toute une soirée, il se passa la vidéo en boucle, ne se fixant pas sur la maladresse du jeu de guitare, mais absorbé par l'émotion de l'interprétation vocale et les collines en pain d'épices de la poitrine de la jeune chanteuse face caméra. Il venait de trouver un nouvel exutoire aux élans réprimés qui agitaient son cœur. Vous allez voir, Prudence, ça va vous changer du fish and chips, dis-je, plein de bonne volonté, en poussant la porte du restaurant. Première surprise, des couverts étaient dressés dans l'espace central, alors que dans mon souvenir, les clients s'installaient sur les tables qui suivaient le contour de la maison ronde. Une seule et même banquette qui courait le long des fenêtres. Plusieurs chaises en bois, dos à la salle. Le grill, objet de toutes les attentions et de tous les regards, fonctionnait encore après tant d'années et embaumait la salle de sa présence chaleureuse. « Vous allez voir, dis-je, à nouveau à Prudence, en lui réservant la banquette. Sans que l'on ait à demander, ils vont nous apporter 2 bols de salade avec une sauce très onctueuse. » Nous empoignâmes les cartes et mon choix se porta évidemment sur les grillades. Quand la serveuse s'approcha de nous, une blonde aux yeux de chat dont la coiffure ressemblait à la crinière cathédrale de Bonnie Tyler, nous commandâmes un steak tartare. Pour ma partenaire, un onglet de bœuf pour moi, nos 2 plats religieusement accompagnés de frites. À l'écoute de la commande, je ne pus cependant m'empêcher d'émettre une grimace introspective. « Quelque chose vous contrarie, capitaine ?» me demanda Prudence. Prenant la serveuse à témoin, j'expliquai. « Je trouve juste un peu bizarre que dans un restaurant réputé pour ses grillades cuites au feu de bois, on choisisse un steak tartare. »« Vous vouliez choisir pour moi. »« Non !» répliquai-je en me penchant par-dessus la table. « Mais j'aurais aimé que vous communiquiez un peu plus avec moi. Que l'on soit en totale connexion. Nous avons une enquête des plus délicates à mener. » « Notre viande est très délicate. Notre tartare très réputé, » intervint la serveuse. Je lui envoyai un sourire figé dans le message qu'il fallait décrypter, exprimé à peu de choses près. De quoi je me mêle. « Souhaitez-vous commander vos desserts tout de suite ? » ?»« Oui, » exultai-je. « Pour moi, ce sera une glace maison ronde. » La serveuse plissa les sourcils sur son carnet de commandes, puis reprit avec une intonation ironique « glace petite maison ». Ce à quoi Prudence ajouta qu'elle se contenterait d'un thé. Quand la serveuse se fut éloignée, je dis à ma partenaire « Vous ne trouvez pas qu'elle ressemble à Bonnie Tyler ?»« À qui ?»« Ok, laissez tomber. » Tamara Georgien et sa mère sont domiciliées résidence Les Lendemains Mauves. Vous avez de ces noms poétiques en France pour désigner vos lieux d'habitation ? Ouais. Il y a une cité à Nanterre qui s'appelle Pablo Picasso et je pense que le peintre de Guernica aurait juste dégueulé en voyant ce qu'ont réalisé les architectes.
Vous connaissez cette anecdote? Quand il allait au restaurant, au moment de payer l'addition, Picasso se contentait de laisser un petit dessin sur la nappe en papier. Ça prouve qu'il n'allait jamais dans les restaurants chics. Dans les restaurants chics, il n'y a pas de nappe en papier. Jamais il n'aurait pu payer. Il devait aller manger des grillades comme nous. Enfin, comme moi. Bonnie nous apporta 2 bols remplis de salade verte. Prudence porta le sien à la rencontre de ses ravissantes narines, avant de le renifler avec suspicion. C'est plein de sauce. Il les prépare à l'avance, non? Puis nos plats principaux arrivèrent, et nous les dévorâmes de bon cœur. Ça ne va pas faire trop tard? Pensez-vous. Il fait au moins jour jusqu'à 22 heures en ce moment, et puis avec cette chaleur, on se croirait encore à 4 heures de l'après-midi. Qu'est-ce que ça vous inspire, capitaine, cette tête de jeune fille décapitée retrouvée dans un freezer? Un éveil sexuel, au bien et au mal. Pardon? C'est ce que disait une critique du film de David Lynch, Blue Velvet, à sa sortie en 86. Dans ce film, le jeune héros, interprété par Kyle MacLachlan, trouve au milieu d'un champ une oreille humaine, en putréfaction, recouverte d'insectes grouillants. Notre trouvaille à nous est quand même plus hygiénique, conservée au frais, dans de la glace. Vous croyez que notre viande est congelée? C'est délicieux les grillades. Mais si ça se trouve, c'est du surgelé. Quand j'étais enfant, je me foutais bien de savoir si la viande que j'allais ingurgiter dans un restaurant était congelée ou non. J'aime pas être adulte. On se rajoute du souci, on se pose des questions dont on se contrefoutait lorsqu'on était petit. Avec une grande douceur, Prudence voulut me remonter le moral, me communiquer sa fraîcheur et son enthousiasme. Vous allez pouvoir retomber en enfance, capitaine. Voici votre dessert qui arrive. Je restais quoi de stupeur. Ne levai même pas les yeux vers la serveuse pour lui faire part de mon indignation quand elle m'apporta mon assiette. Une glace. Tout ce qu'il y a de plus banal. D'accord, en forme de maison ronde, mais coiffée d'un chapeau en chocolat. Façon nouvelle cuisine. Où étaient passées les maisons en plastoc qu'on pouvait rapporter chez soi et nettoyer une fois le dessert terminé? Ça servait à quoi de maintenir le cap si c'était pour foutre en l'air ce qui faisait les basiques de cette enseigne et la joie de mon enfance? Je me sentais flouée, trahie, démolie devant cette pièce à conviction qui attestait que les périodes heureuses et stables ne perdurent pas. Total eclipse of the earth. Une fois l'enfance derrière soi, on ne devrait jamais plus prendre de dessert. Chapitre 9. Dans la voiture, je me concentrais sur le beefsteak frites qui fut à mon enfance ce que la Madeleine fut à celle de Proust. Je répertoriais en silence quelques souvenirs anciens. La première fois que j'avais goûté du ketchup, à la suite de quoi j'en réclamais à chaque repas pendant les 10 années suivantes. Le décolleté prodigieux d'une camarade de classe, au moment de ma confirmation, qui avait fait bondir d'effroi le prêtre en charge de la cérémonie, le petit garçon qui avait couru comme une flèche de la cabane que nous construisions dans les bois, jusque sous les jupes de sa mère, car une guêpe avait fait sa tanière au sommet de son crâne. Mon père, qui ne savait jamais quoi offrir à ma mère, le jour de son anniversaire en dehors de son parfum, opium, d'Yves Saint-Laurent. Et comme il se sentait vaguement honteux de ce manque de renouvellement et de surprise chaque année, il se rattrapait en lui achetant toutes les déclinaisons possibles. Savon, poudre, crème et plusieurs tailles de flacons. Sparks, qui avait pris le volant de la Cooper, me tira de mes songes au moment où nous arrivâmes à l'entrée de la résidence des lendemains mauves. « Eh bien, so chic par ici !» s'étonna-t-elle. La nuit n'était pas encore tombée et les derniers feux d'un soleil jaune orangé incendiaient les palissades vertes ou blanches qui bordaient les pavillons. « Vous avez grandi où ?» lui demandai-je. « Guildford, dans le Surrey, ou plutôt la banlieue de Guildford, dans un quartier ouvrier. Mon père élevait des chiens de course et ma mère restait à la maison.
En France, on dit femme au foyer. Oh non, pas femme au foyer. Ma mère restait à la maison, mais une femme au foyer sous-entend qu'elle s'occupe du foyer. Ce qui n'était pas son cas. Elle marqua une pause. C'était dégueulasse chez nous. Depuis Jean Seberg et À bout de souffle, le mot dégueulasse se comprend dans les deux langues, n'est-ce pas? Sparks poursuivit son récit. Ma mère picolait parce que mon père ne la considérait pas plus que ses clébards. Souvent, il lui faisait la réflexion que ses chiens lui rapportaient plus qu'elle. Elle avait une maladie nerveuse qui l'empêchait de garder un job. Le plus longtemps qu'elle ait tenu, c'est à l'épicerie locale. Elle était plutôt jolie et son patron a essayé d'abuser d'elle. C'était facile avec mon père qui ne rentrait jamais à la maison avant 11h du soir, occupé au stadium à faire courir ses chiens derrière un leurre. Ce harcèlement quotidien qu'elle a subi pendant près d'une année n'a rien fait pour atténuer sa maladie nerveuse. Quand le patron de l'épicerie locale a compris qu'il n'arriverait pas à ses fins, il l'a accusé de chipper des sous dans la caisse. C'était une petite communauté, un milieu assez dur et secret. Quand mon père a été mis au courant de ces accusations, il s'est senti humilié. Il a tendu un piège à ma mère. Il l'a attendue, tapie dans l'obscurité de la maison, alors qu'elle croyait qu'il était au terrain d'entraînement. Elle revenait de chez sa sœur, une fille formidable qui est flic dans le sud-est de Londres. Quand ma mère a poussé la porte et est arrivée dans le salon, mon père s'est rué sur elle, une savate en main. Il l'a frappée au sang. Moi, je devais avoir 13, 14 ans peut-être. J'étais dans ma chambre, j'écoutais de la musique. Je me suis précipitée dans le salon et j'ai supplié mon père d'arrêter. J'étais à genoux pour le supplier, mais ça marchait pas. Alors j'ai attrapé un couteau et j'ai menacé de me faire mal. Ce qui l'a stoppé. Il est sorti de la pièce et a claqué la porte de la maison pour aller dans le jardin voir ses chiens. Il a dormi avec eux, ventre contre terre, cette nuit-là. Et aujourd'hui, demandai-je, il continue à s'occuper de ses chiens. Ma mère est dans une institution. Sa maladie nerveuse s'est aggravée avec le temps. Je restais sans voix. Un sentiment de colère m'envahit comme chaque fois que le monde ne tourne pas rond, que je suis confrontée à l'injustice et à la cruauté, et que cela me ramène à ma condition de misérable incapable. Juste incompétent pour réparer les blessures de cet ordre. Autant que je le suis pour mettre en route une tondeuse à gazon parce que c'est toujours mon père qui s'occupait de ça, les après-midi de printemps et d'été dans les années 80. Je dis à Sparks, si vous voulez, quand notre affaire sera bouclée, on pourra prendre quelques jours de vacances dans le Surrey. On ira rendre visite à votre père. Je me ferai passer pour votre fiancé, histoire de lui mettre la rage, et je me comporterai comme quelqu'un qui le met en face de sa propre connerie. Je dis pas que ça vous consolera à rebours, mais ça peut être drôle. Et puis on ira acheter des chips au vinaigre. Quand je faisais des voyages à Londres, avec l'école, j'en rapportais toujours 3 ou 4 paquets. J'adorais les chips au vinaigre. Et à l'époque, on n'en trouvait pas encore en France. On ira les acheter à l'épicerie locale, près de chez vous. Et en passant, je filerai une raclée monumentale à ce trou du cul d'épicier. Une raclée à la française, quoi. Sparks coupa le moteur. Nous étions arrivés devant le pavillon de Valérie Georgin. Elle se tourna vers moi et me dit, d'une voix blanche, « Je n'ai jamais rencontré un type dans votre genre, capitaine Caglia. Ça fait du bien. » Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée et à bientôt.